Bonjour Akia, Bonjour, merci d'être avec nous. avec plaisir. J'ai parlé d'Acheni avec Ariane Blais-Lacombe qui m'a justement fait découvrir ton travail. Et elle a vraiment piqué ma curiosité. Ariane, elle a répondu à plein de questions, mais j'en avais encore d'autres parce que c'est un sujet assez fascinant. Et je t'ai invitée aujourd'hui pour parler d'une portion du HNI qu'on n'a pas couvert avec Ariane en détail, qui est le lien entre le HNI et le mouvement. Parce que Renard, on parle de mouvement, puis certaines personnes pourraient ne pas faire le lien, mais moi, j'en ai vu un. Fait que, finalement, je voyais comme la pratique de l'hygiène naturelle infantile comme une approche intéressante pour mieux comprendre les besoins de l'enfant au niveau physiologique. Est-ce que l'enfant a une certaine conscience corporelle? Est-ce que les couches influencent la liberté de mouvement, ou l'habillement de l'enfant? C'est quoi le lien entre aussi le squat et l'élimination, le squat, on parle souvent du squat dans nos vidéos puis nos écrits avec Renard. Et finalement, outre les besoins du bébé et de l'enfant, comment ça peut aussi influencer la perception du parent de son propre corps puis de ses propres besoins. Et tu es bien placée pour le faire parce que tu es psychomotricienne. C'est C'est un ça. métier avec lequel j'étais peu familière. Fait que je commencerai tout simplement avec la question, mais qu'est-ce que la psychomotricité? Alors, la psychomotricité, c'est une profession de santé qui s'articule autour des fonctions neuromotrices, psychiques, affectives et relationnelles. Donc, voilà, il y a un lien entre toutes ces sphères qui nous appartiennent, de notre corps, de notre psyché. Et ainsi, donc, dans le cadre de mon travail, enfin, de notre exercice en tant que psychomotricien et psychomotricienne, on peut travailler auprès des enfants, des adultes, des personnes âgées, avec des troubles, difficultés ou handicaps divers et variés. Le métier, il permet vraiment une richesse en soins, une richesse également en termes de médiation, ça veut dire de façon de travailler avec notre corps, justement, comment le mettre en mouvement, et de rencontres. Et une de mes questions pour toi, c'était, as-tu un exemple? Puis c'était difficile pour toi d'en trouver un parce que tu touches à tellement de cas, puis vous êtes tellement polyvalent que c'était difficile de résumer votre profession en un exemple euh, avec des familles. Fait qu'est-ce que tu peux nous donner des exemples de situations auxquelles tu fais face, soit à l'hôpital ou dans ta pratique personnelle? Alors, je trouve que c'est plus intéressant du coup, là, de rester dans le thème de la chenille, de la continence, hein, pour donner un peu une visibilité du métier. Ça peut être une problématique autour d'un enfant qui a des difficultés à aller à la selle. Voilà, il a 2 ans, 3 ans, il a des difficultés d'aller à la selle. Et dans ma pratique en tant que psychomotricienne, du coup, je rappelle, je vais voir un peu les fonctions d'abord neuromotrices. Donc déjà voir si au niveau moteur, au niveau neurologique, euh, il est prêt, s'il y a des choses encore à revoir. Souvent, du coup, comme on est quelque part dans une progression, encore, voilà, l'enfant est encore petit, on n'est pas encore dans la rééducation. On est d'accord. Pour rééduquer, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui s'est cassé et on reprend en arrière. Là, ça va être plutôt une éducation du coup aux parents, à la famille, à expliquer comment fonctionne justement la physiologie du besoin d'élimination, des urines et des selles, expliquer voilà quelle position adopter, par exemple parler du rythme d'élimination. Tout ça, c'est vraiment vu dans la chenille. Hein. Tu vois, je pense que tu as vu avec Ariane, il y a le timing propice pour aller à la selle, par exemple, après le repas. Donc, c'est des choses, en fait, qui n'étaient pas forcément à la portée du parent. Mais du coup, moi, en tant que psychomotricienne, je vais les ramener et faire le lien. Là, par exemple, c'était la fonction neuromotrice, mais peut-être qu'au niveau du psychisme, justement, l'enfant, il a peut-être quelques blocages, quelques peurs, quelques appréhensions. Dans ce cas-là, moi, je vais proposer des choses plutôt autour du ludique, Hmm. c'est-à-dire que rendre en fait le moment d'élimination plutôt agréable, faire vraiment un relâchement psychique et corporel, voilà, qui est nécessaire justement pour ouvrir les sphincters.
Et bien sûr aussi, comme je disais, affective et relationnelle. Donc, quel est son lien avec le parent? Parce que peut-être que, sans le faire exprès, le parent, tu vois, il est un peu stressé, il est un peu tendu quand il amène son enfant aux toilettes. Et ben, l'enfant, il va le ressentir par ce qu'on appelle le dialogue tonico-émotionnel. Du coup, chez nous, en psychomotricité, il va le ressentir. Et ben, du coup, lui, il va faire par mimétisme un peu, il va se contracter. Tu vois, donc en fait, on va redétendre un peu le parent, redétendre un peu tout le monde. Voilà. Je donne C'est un exemple au niveau. absolument fascinant. Puis ce qui est particulier avec la rencontre entre ton travail de psychomotricienne puis le HNI, c'est que souvent, ma perception avant de découvrir cette approche-là, c'est que l'éducation à la propreté se faisait après quelques années. Et là, je découvre avec la HNI qu'il y a une éducation qui peut se faire à partir du bébé, alors que dans ma perception, la perception populaire, je crois, c'est que le bébé n'a aucune conscience de son propre corps, puis c'est pour ça qu'on lui met des couches. Fait qu'est-ce qui fait que finalement, toi-même, tu as découvert la chenille puis tu as commencé à l'adresser dans ton travail? Alors, tout à l'heure en introduction, tu as parlé un peu de nous, en fait, en tant que personne, voilà, comment notre rapport avec le corps. Eh bien, en effet, j'étais déjà très persuadée des bénéfices de la chenille avant d'avoir mon deuxième enfant avec qui j'ai pratiqué l'hygiène naturelle infantile. Ce qu'il y a, c'est que du coup, moi, pendant ma grossesse, j'ai vu que c'était un petit peu compliqué, voilà, pareil, d'aller à la selle ou de ne serait-ce que relâcher, comme on appelle, un gaz, quoi, un P. Quand on me dit, mais en fait, ça doit être compliqué, même pareil pour les enfants qui doivent un peu forcer, pousser, alors qu'ils sont vraiment limités, en fait, au niveau motricité, ce qui est normal parce qu'ils sont en cours de développement. Et je me suis dit, mais ça devait être pas pratique. D'ailleurs, je n'ai pas commencé, pour te dire, la chimie à la naissance. Il a fallu que j'ai fait, on appelle ça des exercices de rééducation avec la sage-femme, donc après avoir mis au monde mon enfant. Et là, en fait, elle m'a rappelé un petit peu comment fonctionne le corps humain. Voilà, qu'en fait, il y a des moments propices pour aller à la selle, donc après le repas, il ne faut pas se retenir, sinon, voilà, on a des épisodes de constipation. Oui, on sait que bébé, il pleure, mais il faut que nous aussi, on s'occupe de nos propres besoins. Et puis, en fait, en effet, quand je me suis reconnectée à mes propres besoins physiologiques, là, j'ai été disponible pour répondre aux besoins physiologiques de mon enfant. C'est Donc, c'est un intéressant. outil qui va dans les deux sens. C'est fascinant, hein, parce que c'est ça qui est particulier du HNI, c'est que c'est une méthode de communication. C'est pas juste le parent qui impose quoi que ce soit à l'enfant. Fait que comment est-ce qu'en fait, toi, tu définis l'HNI? J'ai naturel infantile, je définis plutôt comme un accompagnement du besoin d'élimination. Donc voilà, élimination des urines et des selles, pour bien préciser ce que c'est. Et donc, toujours à travers la communication, voilà, donc il y a quand même un chemin, une direction donc, vers la continence en autonomie. Voilà, donc on va essayer d'amener à l'enfant toutes les petites clés pour qu'il soit autonome dans sa continence, dans la gestion de sa continence. Donc, ça prend en compte donc, tout ce qui est autour de la motricité, tout ce qui est autour des actes de la vie quotidienne, ne serait-ce que se déshabiller, se laver les mains, etc. Donc vraiment, je prends le chemin le plus long. Puis là, je pense que le thème HNI fait sa place dans le milieu francophone, mais il y a d'autres courants. Est-ce qu'il y a d'autres courants qui t'ont inspiré dans cette approche-là? Comment ta perception du HNI ou la définition du HNI pour toi a évolué depuis que tu t'adresses à ce sujet-là? Elle a évolué dans le sens où je me suis longtemps inspirée de l'expression anglophone, donc Elimination Communication, pour pas oublier clairement pourquoi je faisais cela. Parce que parfois, on peut se perdre un peu dans nos objectifs, se dire, bon, bah, il faut choper, un mot que je ne connaissais pas, choper les pipis, choper, voilà. En fait, moi, ça ne me convenait pas du tout. Je n'étais pas dans une optique de performance et j'ai banni très vite les mots comme 100% HNI ou je le fais à 80%. C'est pas un travail. tu vois ce que je veux dire? Et je me dis non, en fait, on est là pour communiquer. Et en fait, rien que dans le développement de la communication, on se rend compte que parfois, il y a des loupés. Ça arrive, en fait, que, par exemple, entre toi et moi, on va communiquer et en fait, on va mal se comprendre
bah, c'est pas un échec en soi. On va reformuler, on va reproposer une prochaine fois. Mhm. Et la communication, bah, dans les deux sens, hein. Ça peut être moi qui me suis mal exprimée ou toi qui t'es mal exprimé ou j'ai mal compris. Voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé l'expression elimination communication sur ce point-là. C'est vrai, tu me fais réaliser que quand tu parles de choper les pipis, les caca, je pense qu'au Québec, on dit les attraper, tu sais, les attraper. Je Catch. pense. Puis on parlait avec justement Ariane que justement, il y en a, ça tombe dans la performance. Puis elle a même vu, je pense, des applications où tu peux comme suivre ta performance comme parent de qui a été accompli. Puis finalement, ça rajoute juste un fardeau supplémentaire mental parce que ça donne l'impression qu'il faut constamment regarder le bébé puis essayer de capter des signaux pour réussir, nous, comme parents. Fait que finalement, c'est plus à propos de l'enfant, c'est à Mhm. propos de nous, de l'amener le plus rapidement possible à un certain état au lieu de plus profiter du processus de C'est ça. communication qui se passe. Parce que c'est ça que j'ai réalisé en suivant aussi en regardant beaucoup de tes médias sociaux. J'invite les gens à les consulter. D'ailleurs, ton Instagram est plein de contenu éducatif. C'est ça qui est le fun aussi. Tu donnes tellement des belles connaissances. C'est que l'enfant est vraiment plus conscient de son propre corps qu'on pense et communique beaucoup plus ses besoins qu'on le pense. Fait que juste de la base, là, si on revient à l'instinct de propreté des bébés, pour les gens qui se disent, mais le bébé, il n'est pas conscient. Est-ce que tu peux nous expliquer que il est conscient, l'enfant? Comment ça fonctionne? Alors, on rappelle que quand le bébé il vient au monde, hein, tout ce qu'il perçoit, c'est nouveau. Voilà. Ce sont juste, on appelle ça des perceptions. Voilà. Il perçoit des informations sensorielles, elles sont brutes, elles n'ont pas de signification pour lui, il n'y a pas de sens. Il n'a pas accès mentalement à ce que c'est. C'est comme là, si on entend un bruit de dehors, toutes les deux, on ne va pas le reconnaître, sauf si on le connaît. Tu vois, ça peut être un klaxon ou un bruit de moteur étrange. Le bébé, c'est pareil. Et c'est des informations qui peuvent venir de l'extérieur ou également de l'intérieur de son corps. Donc pour lui, ne serait-ce qu'avoir faim, c'est nouveau. On est d'accord. Avant, il était nourri en continu à travers dans le ventre de sa mère. Donc là, ressentir des tensions au niveau de son corps parce qu'il a un besoin à éliminer, c'est quelque chose de nouveau. Et le parent ou les adultes qui sont autour de lui, hein, même des enfants, enfin, n'importe qui communique avec lui pour lui expliquer ce qui se passe, ça va le rassurer. Ça va lui mettre du Mhm. sens dans ses perceptions. Et dans ce cas-là, on n'appelle plus cela des perceptions, on appelle cela des sensations. Voilà, ce sont des Mhm. sensations corporelles. Là, l'enfant sait ce que c'est des sensations corporelles. Alors, quand on ne lui dit pas ce qui se passe, il va être, en fait, ça va être un peu, ça va rester tout le temps une perception, quelque chose de flou. Il doit se dire que c'est pas important. Donc, quand l'enfant se dit que c'est pas important, c'est que ça mérite pas, parce que quand c'est pas important, c'est dans le sens où personne ne lui dit ce que il dit bon bah, il va mettre l'information un peu de côté. Puis, je pense que c'est un des risques avec les couches, c'est que l'enfant se déconnecte de son corps parce qu'il se rend, il fait ses besoins puis il n'y a comme plus de conséquences. Il n'y a pas l'humidité dans la couche. Les couches sont rendues tellement performantes et absorbantes qu'il y a un lien qui, si je comprends bien, qui se perd. Alors, il y a un lien qui se Ouais. perd en conséquence, mais il y a également le lien qui se perd en amont. Moi, quand je travaille, je parle vraiment du avant l'élimination, c'est-à-dire Mhm. ce qui se passe dans le corps. Ça veut dire qu'il y a peut-être la tension, peut-être une vessie lourde, le rectum plein. Et c'est ces sensations-là que l'enfant il perçoit. Et Mhm. ces sensations-là, enfin, ces perceptions-là, du coup, méritent justement qu'on lui dise ce qui se passe. Quand on voit qu'il débat des jambes ou qu'il fait une grimace. Et là, on lui dit, là, en fait, ce que tu ressens, c'est quand tu as un besoin de faire pipi, un besoin de faire caca qui se manifeste. Et Mhm. après, là, on peut lui dire, bah, tu peux faire, il va le faire de toute façon, ses besoins. Et on dit, en effet, on valide. C'est ce qui s'est passé. Mhm. Intervenir seulement à la fin, ça n'a pas de sens pour l'enfant. C'était avant À la qu'il fin, faut. quand il a fait son pipi ou son caca, en fait. Voilà. Et en fait, c'est vrai que la couche fait que le parent, il va même pas faire attention aux signaux parce qu'il dit que de toute façon, il va le nettoyer après. C'est le but de la couche, quelque part. Donc, ça veut dire que si le parent il voit son enfant, par exemple, au sol, en train de se débattre, il va peut-être même pas se dire qu'il est en train de faire ses besoins.
Le Mhm. parent, en fait, avec la couche, va intervenir seulement après. Il va juste lui dire, ah bah tu as fait caca, tu as fait pipi. Sauf que l'enfant, il vit dans le présent. Donc peut-être qu'il a fait caca, il a fait pipi il y a 5 minutes, ou il l'a fait il y a 1 heure, mais il s'en souvient même pas. Et en plus, comme c'est absorbant aussi, ça peut aussi un peu invalider quand l'enfant grandit un petit peu ce qu'il pensait avoir fait. Mhm. Fait que dans le avant, c'est Oui. ça, c'est justement cette portion-là qu'on ne pense pas qu'il est possible que l'enfant ait cette perception-là, puis qu'il puisse même la communiquer. Fait que je réalise que j'ai comme réalisé avec la chenille que l'association avec des pleurs ou certains mouvements de l'enfant, c'est sa façon de communiquer, mais des fois, on va penser que c'est un peu aléatoire, que l'enfant, il bouge juste de manière complètement aléatoire, et c'est pas le cas, n'est-ce pas? Non, et c'est ça qui est chouette. D'ailleurs, quand on ouvre le panel en fait, de communication des besoins de l'enfant, bah, en fait, on voit bien que le parent, au début, va un peu jouer un peu au pifomètre. Hein. Il va se dire, bon, bah, peut-être qu'il a sommeil, peut-être un peu comme une liste, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a froid, peut-être. On pense jamais, peut-être qu'il a envie de faire caca, il a envie de faire pipi. On se dit, bah, peut-être qu'il a fait pipi, peut-être qu'il a fait caca. Hmm. En fait, c'est pas dérangeant, en fait, parce qu'il y a la couche qui est là pour absorber. C'est pas le fait d'avoir fait caca ou fait pipi qui le dérange. Bon, caca un petit peu. Ça gêne un peu dans la couche, mais une fois que c'est fait, c'est fait. C'est un besoin qui a été assouvi. Il a assouvi son besoin. Et du coup, quand l'enfant il grandit, donc il évolue auprès de son environnement, et quand son environnement lui dit, bah, en fait, ça, c'est quand tu pleures comme ça, c'est que tu as faim. Ah, ouais, on se dit que c'est un pleur de faim, bah, du coup, l'enfant il va le refaire, à peu près le même pleur. Et pareil, quand il a envie de faire ses besoins, il va reproduire en fait le même, les mêmes mouvements, les mêmes choses, parce que c'est sa façon de communiquer. Il se dit que en faisant ce pleur-là particulier, le parent a validé quelque chose, donc il va le recommencer. Mhm. Mais si le parent ne valide pas, bah, hop, il va laisser de côté, ou soit il va essayer d'en inventer un autre, il va essayer d'inventer un autre signal. Et s'il voit qu'en force d'inventer un nouveau signal, on n'y répond pas, et bien dans ce cas-là, il communiquera moins. Hmm. Parce que le but d'envoyer un signal, c'est d'avoir une rétroaction. Fait que s'il n'y en a jamais, il, il va juste arrêter. Puis je pense que le parent, comme parent, on doit manquer ces signaux-là parce que, comme je disais, c'était même pas dans ma conscience que l'enfant pouvait me témoigner qu'il se préparait à faire pipi ou caca. C'est pas juste qu'il a fait pipi ou caca, mais qu'il se prépare parce qu'il ressent des choses dans son corps. Fait que je pense que c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante de ton travail, c'est d'amener cette conscience-là, en fait, qu'on peut observer l'enfant puis apprendre à le connaître dans ses signaux beaucoup plus tôt qu'on le pense, avant la communication verbale, tu sais. Oui. Mhm. Et qu'est-ce qui, en regardant ton Instagram avec attention, j'ai découvert le mot interoception, qui est, je Oui. crois, la perception de ses mouvements internes. Oui, on peut dire ça comme ça, c'est ça, de Comment ses est-ce sensations. que tu l'expliquerais? Tout à fait, tu l'as bien défini. OK, OK. Comment est-ce que, comme psychomotricienne, comment est-ce que vous comprenez ça chez des enfants ou des bébés? Comment est-ce que vous êtes capable d'étudier ça dans des sujets qui, justement, ne s'expriment pas beaucoup verbalement, ne peuvent pas communiquer verbalement puis dire les choses à des adultes? Alors, c'est, dans mon métier, du coup, on met beaucoup en mots, ce qui se passe dans le corps. Donc on va dire, c'est devenu un peu une habitude, d'exprimer, et de mettre tout le panel, quoi. C'est-à-dire, ne serait-ce que dire: «Bah, c'est agréable ce que tu ressens, c'est désagréable». Voilà, ça, c'est des fonctions un peu de base et en fait, on est là pour interpréter. À force d'interpréter des choses, enfin, des sens, de ce qu'on voit de l'extérieur, de ce qu'on perçoit aussi, parce que quand on touche l'enfant, quand on le porte, on voit comment il réagit. À force d'interpréter, et au moment, on va peut-être trouver juste, on va trouver la bonne interprétation et l'enfant va nous faire valider. Mhm. Et, et justement, avec mettons, un bébé, Mm. combien de temps, toi, ça t'a pris avec tes enfants? Bien, quoi que tu disais que tu as commencé un petit peu plus tard. J'ai Euh, commencé à 3 mois. À 3 mois, quand même, qui est vraiment plus tôt que ce qu'on pourrait penser. Comment ça s'est passé, toi, cet apprentissage-là avec l'enfant? Alors, ça s'est passé. Alors, j'ai essayé un petit peu avant, mais c'est un peu comme si j'avais un blackout. J'avais tout oublié, tout ce que OK. j'avais.
Et voilà, peut-être j'étais partie un peu dans ce côté, je voulais absolument attraper, choper un pipi pour me sentir un peu valorisée. Puis quand je t'ai expliqué, j'ai fait la rééducation, j'ai dit, mais en fait, c'est n'importe quoi. Il faut juste essayer d'être attentif. Déjà, moi, être attentif à mes propres sensations. Du coup, je les ai écoutées, mes sensations internes, et je me suis dit, peut-être que lui, c'est la même chose. Du coup, ça revient, ça tire sur ton ventre, ça te picote, ça te chatouille, des choses, en fait, des petits mots comme ça pour verbaliser ce que l'enfant ressent. Et en fait, ça s'est poursuivi même quand l'enfant grandit, quand justement je suis là pour lui dire, en fait, là, moi, je crois qu'il a envie de faire pipi. Et là, il me dit non, non, non. Et je lui dis, mais en fait, moi, ce que je vois, quand tu te tiens, voilà, quand tu touches tes parties intimes comme ça, tu es en train de courir, tu t'arrêtes. Pour moi, c'est un signal qui dit que tu as envie de faire pipi. Après, bon, il fait pipi. Ah, tu vois, c'est ce que j'ai perçu et puis je verbalise, je l'interprète. Je me dis, ah d'accord, parce qu'en fait, c'est automatiquement son corps, il réagit de cette manière. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il met sa main là. En fait, la prochaine fois qu'il va le faire, il va se rappeler que ça, c'est l'expression de son besoin. Fait que dans le fond, c'est que le parent devient, comme tu dis, il ne faut pas juste penser à la fin d'éviter un pipi ou un caca dans la couche ou sur le plancher ou ailleurs. C'est d'abord observer juste les signaux, juste patiemment observer, essayer de tirer du sens de ça, de voir qu'est-ce que ce signal-là peut communiquer quand Oui. l'enfant ne peut pas le verbaliser, d'essayer de mettre des mots nous-mêmes dessus. Puis est-ce que tu parlais au bébé justement verbalement, même s'il ne pouvait pas te répondre, mais juste pour créer une espèce de vocabulaire, puis... Alors oui, le vocabulaire, justement, c'est aux parents de le dire parce que l'enfant, il ne va pas pouvoir dire, en fait, non, ça me pique, en fait, ça me chatouille. C'est à nous de lui dire, ça tire, et on attend de voir un petit peu, on laisse le temps de latence quand même. Un enfant, il ne va pas répondre au tac au tac, hein, quand il est tout petit. On laisse le temps, et puis on dit, bon, peut-être que ça te fait mal, ça te chatouille, En fait, on va donner des mots jusqu'à ce qu'il y en a un qui semble un peu le convenir. Voilà. Et en fait, si tu veux, c'est comme si quand on parle à un enfant sur ses autres besoins, tu as faim, tu as sommeil, puis après, on va détailler. Un petit peu d'idée. Avec, dans un livre sur la chenille, c'est anglophone, puis c'est un assez vieux livre, elle parlait dans certaines cultures, puis il pratiquait juste, non, automatiquement parce que les couches n'existent pas, c'était pas un usage de couches. Il y avait aussi l'usage des sons, tu sais, d'associer des sons avec des sensations. Je ne sais pas, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu avais fait avec tes enfants? Oui, je l'ai fait, voilà, j'ai inclus le son, voilà, le pipi, puis le gros, mais pas trop finalement pour le grognement parce que le besoin d'élimination des selles, il est plutôt évident. OK, ouais. Le pipi, c'est un son qui a pas mal de vertus. Justement, quand l'enfant il est tout petit, il est contre moi, du coup, quand je le porte, du coup, il a son dos contre mon ventre. Rien qu'en faisant le son, en fait, moi-même, je vais expirer, je vais un peu détendre également mon ventre. Et grâce au dialogue tonico-émotionnel, c'est-à-dire en fait l'enfant, il va sentir mon ventre se détendre à travers son dos, il va faire pareil. En fait, c'est comme si je l'invitais à faire de la même chose. Wow, c'est En fait, il n'y a pas juste le son, il n'y a pas juste comment je le porte. En fait, il y a vraiment même nos muscles, en fait, en côte à côte, pour reproduire la même chose. En termes de signaux les mouvements du bébé, est-ce qu'il y a des mouvements ou des réflexes récurrents d'un bébé ou d'un enfant à l'autre? Mais là, on dirait que je parle beaucoup des bébés, je sais, parce que moi, j'en ai un qui s'en vient, je suis 8 mois enceinte, fait que je pense que mon esprit se prépare pour les prochaines semaines. Est-ce que tu as travaillé beaucoup avec des bébés, en fait, avant que, mettons, le bébé puisse parler? Alors, du coup, je rappelle que les signaux, ils sont vraiment propres à chaque enfant. Et en fait, ils sont répétés
quand le parent il le valide. Ça veut dire que ça peut être que l'enfant il nous regarde dans les yeux, il nous cherche du Mhm. regard, il est silencieux. Ça peut être un signal. Ça peut être le fait qu'il dislate les narines. Ça peut être quand l'enfant est plus grand qu'il aille se cacher. En fait, Mhm. les signaux de l'enfant, ça fait partie, moi, dans mon axe qui s'appelle la communication. Du coup, moi, je travaille avec 3 axes. La communication, la conscience corporelle, c'est plus simple que l'interoception, et Mhm. la l'autonomie. Et du coup, les signaux, ça fait partie de la communication. Et ça évolue, en fait. Un enfant de 6 mois va pas émettre les mêmes signaux qu'un enfant de 2 ans. Déjà, un enfant Mhm. de 2 ans, il a accès au langage, donc il ne va pas forcément faire les mêmes signaux. Mhm. Fait Donc, qu'il en n'y a fait, pas de guide magique qui nous dit voici le mode d'emploi d'un bébé et quoi observer. Non. il Euh, faut se rappeler que l'enfant, il va évoluer et que le parent aussi en même temps. En fait, mhm. le parent, quand il va lui offrir d'autres outils, par exemple, ce qui se fait pas mal chez les parents ici, un peu la langue des signes, en proposant voilà, un autre moyen de communication, en fait, on va lui donner des outils en plus. Mhm. Est-ce que les vêtements, le fait que les bébés sont plus habillés qu'avant ou les couches, en fait, ben, les couches de vêtements, pas juste les couches, là. Est-ce que j'ai l'impression que là, il y a une perte de signaux aussi, que ce soit comme quand on prend le bébé en peau à peau, Ah les oui, signaux doivent être plus puissants qu'avec des vêtements, puis même à l'œil, il y a des choses qu'on ne peut plus voir. Euh, ça- c'est quoi les signaux physiologiques que le bébé peut présenter si on l'avait tout nu devant nous? ah bah, je t'ai dit, ils peuvent être vraiment divers. Hein. Vraiment, ça peut être un enfant qui va battre des jambes, un enfant qui va, voilà, s'il est plus grand, il va peut-être mettre la main un peu sur son bas-ventre, ou des fois, quand il est encore plus grand, il va peut-être poser les mains sur ses fesses, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui se travaille là. Mais les signaux, ils sont vraiment divers et variants en fonction de chaque enfant. Mhm. Une contraction du ventre, ou tu sais, j'imagine qu'il n'y a pas une portion des signaux que c'est des réflexes universels chez les enfants, peut-être, ou est-ce qu'on ne le sait pas encore? Peut-être, voilà, qu'on ne le sait pas encore, et puis ils sont rarement tout nus. Hein, nos enfants. C'est ça. Voilà. Mhm. Ah, du coup, quand il est tout nu, qu'est-ce que toi tu observes et Ben, dans la liste de ouais. à noter. Ben, Mm. j'essaie de, tu sais, dans mes recherches, de départager tu sais, le portrait actuel, la connaissance sur les besoins de l'enfant, tu sais. Euh, Puis des fois, c'est ça, c'est tout simplement, il y a des questions qui émergent qui n'ont pas été étudiées. Oui, Parce que il n'y a pas beaucoup de recherches en ce moment sur ça. oui, C'est toi, en fait, qui m'en parlais. Tu as écrit, en fait, on va en parler maintenant, tu as écrit un livre, oui. justement, pour éduquer les gens. Je ne sais pas si tu veux le montrer à l'écran. Alors, il est là. Il est tout frais imprimé, en plus. Oui, c'est ça. Il est Euh, sorti un temps. et au Québec, il s'en vient quelle date? Le 7 juillet. Génial. Fait qu'on va mettre le lien pour que les gens puissent le retrouver. Moi, c'est sûr que je l'achète et que je vais le lire attentivement. C'est quand même, hein. Oui, absolument. Qu'est-ce qui t'a incité à écrire ce livre-là? Alors, justement, quand j'ai écrit le livre, j'ai vu que je pouvais pas écrire seulement un article ou quelques posts comme ça sur mes réseaux. Je trouvais que le sujet était vraiment trop grand Hmm. pour écrire quelques lignes, quoi, quelque part. Et je voulais écrire un livre qui réponde à tous les parents, c'est-à-dire également les parents qui sont plutôt sceptiques, ce qui est plutôt un réflexe voilà, qui s'accueille, hein, c'est normal, on n'a pas l'habitude. Je voulais écrire un livre justement également qui s'adresse aussi bien aux parents qu'aux familles, mais également aux professionnels qui accompagnent les enfants, qui n'avaient pas forcément développé une réflexion sur le sujet de la continence. Et dans ce cas-là, j'ai mis en avant des réflexions et des données scientifiques aussi. Voilà. Je voulais que ça soit un livre plutôt pragmatique et contextuel, c'est-à-dire qui prend en compte les difficultés et facilités du monde moderne. Mhm. Ça aussi.
Parce qu'il y a une perspective historique de dire, bon, ben, l'humain, c'est récent qu'on utilise des couches systématiquement, surtout des couches jetables. Mais c'est vrai que ça ne répond pas à la question, même si on a fait ça toute notre évolution, dans la nature, de faire ses besoins, d'éliminer dans la nature, puis d'être en communion avec son enfant. Comment on l'applique aujourd'hui où on a des beaux planchers, des tapis, qu'on est dans des environnements qui sont plus appropriés à faire ça, mais comme tout simplement dehors. Est-ce que ça a été difficile pour toi de rapatrier toute l'information nécessaire pour avoir une base solide Oui. pour écrire ce livre-là? J'ai pas entendu ta question. Comment ça s'est passé pour toi de rapatrier toute l'information? Est-ce que c'était un défi, justement, à ce stade-ci du HNI, de trouver des experts ou des sources pour alimenter ta réflexion? Alors, oui, ça veut dire que bien sûr, j'ai pris aussi quelques informations issues donc des livres qui traitent de la chimie, mais je voulais pas me baser que sur ça. Je voulais vraiment, me renseigner auprès, donc, comme tu disais, des experts, donc, notamment auprès d'une collègue auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle Carole Coenen, qui est kinésithérapeute et psychomotricienne. Donc, elle a vraiment la double casquette. Et en plus, elle est kinésithérapeute du périnée. OK. Chez les enfants. Et en fait, du coup, tout ce que je voulais faire, c'est vraiment rappeler en fait comment fonctionne le système en fait neurophysiologique du besoin d'élimination, comment ça, l'anatomie, etc. Et j'ai fait le lien justement avec le développement psychomoteur en mettant justement des âges un peu clés en parallèle pour expliquer ce qui se passe en fait à la naissance, ce qui se passe quand l'enfant il a 1 an au niveau de son corps pour mieux le comprendre, tout en ayant conscience que même les articles scientifiques qui sont notés dans le livre, je le dis vraiment, même au tout début du livre, ce sont des articles, des recherches faites sur des enfants qui ont été élevés de manière classique. Donc, il y a forcément des informations qui mériteraient justement d'être revues, réactualisées par rapport à des enfants qui sont élevés de manière avec la chimie. On- Mais je ne suis pas là justement en train de les renier, justement, ces recherches-là. Justement, je refais le lien et j'explique un peu comment ça fonctionne. Puis c'est bien de juste prendre conscience justement qu'il y a des études juste sur des enfants qui ont vécu sans les couches, parce qu'il y en a dans d'autres cultures du monde. Il n'y en a pas en ce moment. Puis une des raisons, j'ai l'impression, c'est qu'il faut les financer, ces études-là, puis qui paierait pour ça? Gratuit. Exactement. C'est comme le jeûne, tu sais, il y a comme dans le monde de l'alimentation, il y a de plus en plus de discussions sur le jeûne, mais tu sais, la solution, c'est de ne rien manger. Tu sais, fait qu'il n'y a pas d'intérêt commercial à part de faire des études puis vendre un livre peut-être là-dessus, tu sais, ou une consultation, tu sais, mais c'est pas comme certains sujets qu'il y a une abondance, il y a un potentiel financier intéressant. Tu sais. Mais voilà, justement, j'en parle vraiment, vraiment dans la première partie du livre. Je remets le contexte, voilà, le contexte de la recherche, le contexte qu'il en est, voilà, pour simplement être honnête en fait sur la démarche. Où on est en ce moment. C'est ça. Puis parlant du scepticisme ou des craintes ou des perceptions que les gens ont, quand tu présentes le HNI, c'est quoi ces craintes ou ces perceptions-là qui créent une certaine résistance ou de Alors, l'attente? je pense qu'il y a déjà une première idée, c'est se dire qu'en fait, l'enfant ne sait pas se retenir. En fait, c'est vraiment une grande idée. En fait, j'ai envie de dire, mais en fait, nous-mêmes, on ne se retient pas. On n'y pense pas aux besoins d'élimination. Quand, par exemple, toi et moi, on est en train de discuter, les personnes qui écoutent le podcast et qui regardent, ils ne sont pas en train de penser à leurs besoins d'élimination. C'est pas, on ne se retient pas, en fait. C'est juste que il est en mode inhibition, en fait. Voilà, il est mis de côté. Le temps de faire autre chose. Le corps, il a d'autres choses à faire de manière consciente. Et en fait, un enfant, en effet, il ne sait pas se retenir. Tout comme nous, en fait, on se retient au moment où on doit vraiment se retenir, c'est-à-dire qu'on n'est pas au bon endroit parce que socialement, on a compris qu'il y a un endroit pour aller faire ses besoins. Et en fait, moi, je rappelle que dès le départ, l'enfant, il a la capacité de détendre et de relâcher les sphincters externes, je précise. Il y a des sphincters internes et des sphincters externes. Ce ne sont que les sphincters externes qu'on contrôle.
Les sphincters internes, ce sont des involontaires, on ne les contrôle pas. Mais du coup, on contrôle que les sphincters externes. En fait, le bébé, dès la naissance, en fait, il a la possibilité de les relâcher. Parce que sinon, en fait, il ne ferait jamais ses besoins s'il ne savait pas les relâcher. Mhm. D'accord. Et en fait, rien que cette idée-là, rappeler qu'en fait, on demande à l'enfant pas de se retenir, on demande à l'enfant de se relâcher à un endroit pourvu, un endroit prévu. Voilà, que ce soit au-dessus du lavabo ou bien au-dessus d'un pot. Parce... Très tôt, l'enfant, il comprend en fait le relâchement volontaire. Et Mhm. relâcher de manière volontaire, il va vouloir un peu relâcher au bon endroit. C'est-à-dire que s'il sent qu'on n'est pas encore prêt, on n'a pas encore déshabillé, il va commencer un petit peu à peut-être un peu se retenir et encore. Voilà. Parce qu'en fait, il ne va pas forcément y penser, il va juste attendre qu'on soit prêt et là, il va relâcher. Mhm. Est-ce Déjà, que... dès le départ, ça change la donne. Pardon? Dès le départ, ça change déjà. La perception des muscles. Mhm. Si on pense qu'on ne fait que contracter, non, on se Mhm. trompe. Est-ce qu'il y a une résistance de la part des professionnels par rapport à cette idée-là que l'enfant a un certain contrôle sur sa physionomie? Qu'un jeune enfant peut? Oui, les résistances, elles viennent du fait que justement, je ne sais pas si c'est un abus de langage, hein, de dire, en fait, tu dois te retenir. C'est une phrase qu'on dit souvent quand on sort avec un enfant, par exemple, qui a 2-3 ans maintenant, voilà, 2-3 ans, quand il est à l'extérieur, que ce n'est pas le bon endroit, que tu te retiens. Enfin, vous voyez, on voit, c'est beaucoup sous forme de contraction, des choses comme ça. Et en fait, on oublie que nous-mêmes, en fait, quand on va aux toilettes, on ne se contracte pas, que nous-mêmes, on ne se contracte pas, sauf si vraiment, là, on est au pied de la... Il faut se retenir parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a quelqu'un dans les toilettes, on doit attendre notre tour. En fait, en réalité, on se contracte rarement, très rarement. Et voilà, c'est un abus de langage qui fait qu'on croit que l'enfant, il n'est pas capable. En fait, non, on va juste l'aider, on va l'accompagner à savoir relâcher au bon endroit, au bon moment. Hmm. Et Fait ça fait partie des problématiques des enfants qui sont plus grands, à qui on leur enseigne le pot, où en fait, ils ne comprennent pas parce qu'eux, ils croient qu'il faut contracter pour faire sortir les urines et les selles. Et en fait, c'est le contraire. Et en fait, on ne leur a pas appris à relâcher. D'où mon approche, par ma casquette de psychomotricienne, qui fait qu'on est beaucoup dans le relâchement, la détente corporelle, le mouvement, pour connaître son corps, quoi. Mhm. C'est ça, hein, je pense que la perception que quand je lis des choses sur la chenille ou le diaper free ou le elimination communication, il y a comme un aura que c'est des approches qui peuvent imposer quelque chose à l'enfant et que c'est un enseignement du contrôle et de la retenue et que c'est le parent un peu qui dicte les comportements, alors que c'est complètement l'inverse. C'est d'amener l'enfant à être autonome. Oui, à avoir conscience de ses muscles, voilà, de pouvoir se relâcher. Mhm. Fait que ton super livre, quel thème tu couvres? Là? Il y a tu traces un peu un portrait. Qu'est-ce qu'il y a sur les autres nombreuses pages? J'ai coupé le livre en 3 grandes parties. Donc, la première partie, c'est pour découvrir l'accompagnement du besoin d'élimination, en fait, dire ce que c'est. Du coup, j'ai expliqué le point sur les études. Je donne également, je mets en avant justement le besoin d'élimination avec, là, je sais pas si on peut voir, voilà, j'ai fait moi-même des petits schémas. Félicitations. Comment ça fonctionne en fait simplement, parce que sans savoir comment ça fonctionne, déjà on part avec une méconnaissance. Tu vois, par exemple, là, je te parle là de la phase de remplissage, la phase de vidange, voilà, ou de miction également après. Donc, j'explique en fait déjà les bases, comment ça fonctionne, même au niveau de l'élimination des selles. Donc, ça Mhm. prend pas mal de pages, hein, en réalité. C'est pas une page, hein. Ça prend plusieurs pages pour qu'on ait les bonnes bases. Et ensuite, en deuxième partie, là, on est dans le pratico-pratique, comment on accompagne les enfants avec des bases. euh, et bien sûr, je rappelle aussi les difficultés, hein, des questions qu'on se pose à l'ère moderne, hein, c'est normal. Comme, en fait, je fais comment, quand mon enfant est confié à la crèche, comment je fais. Voilà, Mhm. gérer. Et enfin, la dernière partie, c'est tout ce qui est réflexion autour de cet accompagnement. Donc, j'évoque les différentes motivations des familles parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes.
Ça peut être une motivation écologique, d'autres économiques. Ça peut être également culturel. Voilà, on peut pratiquer la chenille comme nos ancêtres, par exemple, l'auraient fait. Moi, c'est remettre ce petit lien-là. Ou transmettre justement des nouvelles valeurs aussi. Voilà, je donne pas mal de motivation. Je brasse vraiment un ensemble. Ensuite, j'associe dans cette partie-là la prévention à la santé. Je vais parler par exemple de la constipation, ce que c'est, comment on l'évite, comment finalement grâce à l'hygiène naturelle infantile, on peut justement éviter des épisodes de constipation. J'évoque aussi tout ce qui est frein à la pratique de l'hygiène naturelle infantile. C'est-à-dire que ce ne sont pas des freins personnels, ce sont beaucoup des freins au niveau sociétal. Quand on a conscience de cela, en fait, on peut être plus bienveillant envers soi-même. On n'est plus dans la performance parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Récemment, j'ai parlé justement sur mon compte, en fait, de l'absence de toilettes pour les petits enfants à l'extérieur. Et en fait, c'est compliqué d'amener nos enfants. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, c'est compliqué. On est obligé de rentrer dans la petite cabine avec nos courses, notre poussette, si jamais. Voilà, et on va porter l'enfant au-dessus de la cuvette. Lui, il n'est pas à l'aise parce qu'à la maison, il a son petit pot, par exemple, il a ses habitudes. Donc, en fait, tout ça crée du stress et forcément, je comprends les parents qui ne veulent pas entraîner, entre guillemets, leurs enfants au pot plus tôt. Ils préfèrent attendre qu'ils soient le plus grands possible. Parce qu'il sera capable de monter dessus, il sera capable de rester un peu seul dans les toilettes. Ça se comprend, en fait. C'est comme si on avait tu vois, un peu deux choses qui s'opposent vraiment. Notre volonté de faire, mais environnementalement, on est bloqué. Mais il n'y a pas qu'au niveau de l'environnement, hein. Il y a tout aussi autour au niveau de l'accompagnement de la parentalité. Le congé paternité, le congé maternité, qui, voilà, plus ou moins court, plus ou moins long, voilà, ça va dépendre des points de vue, qui n'est pas, on va dire, un point favorable parfois à l'hygiène naturelle infantile, au contraire. Parce qu'il faut une certaine présence. Et puis des fois, les horaires ne permettent pas. Exactement. Et c'est pas tant les horaires, parce qu'en fait, on peut faire la chenille, par exemple, que le soir ou le week-end, mais c'est le fait déjà d'être prêt. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai commencé à 3 mois, mais en fait, à 3 mois, c'est la fin du congé maternité en France. Donc, en fait, à ce moment-là, on n'a pas la tête, tu vois, plutôt à écouter les besoins de ton enfant, on est plutôt la tête à s'assurer du relais. Tu vois un peu l'idée? À 3 mois, dans le sens que votre congé, mettons, rémunéré, finit à 3 mois, puis la plupart des gens retournent au travail déjà après 3 mois? Oui, désolée pour l'information qui est un petit peu... Mais ça me surprend pour la France parce que vous êtes quand même reconnu pour des conditions de travail des fois vraiment plus généreuses même qu'au Québec, là. Fait que j'aurais cru que votre congé était sur plusieurs semaines, en fait. C'est 3 mois, en fait, c'est ça. C'est 2 ans, 2 mois et demi, vraiment. Mais, OK. ouais. Donc, tu vois, déjà, le fait de se remettre du postpartum, en fait, ça permet aux parents aussi de déculpabiliser, de se dire qu'en fait, lui, le parent a fait ce qu'il a pu avec le temps qu'on lui a donné, avec les moyens qu'on lui donne. Voilà, parce qu'il faut aussi pouvoir vivre, hein, voilà, nourrir son enfant, etc. C'est une réalité. Et ça permet vraiment de lâcher prise, de se dire qu'en fait, c'est pas, si on n'a pas réussi à rattraper tous les pipis, c'est parce qu'en fait, on n'a pas forcément toutes les conditions qui sont là pour nous favoriser. C'est pour ça que j'appelle ça des freins. Ils ne sont pas là pour nous bloquer l'accès. On peut faire la chenille, hein, mais c'est des freins qui se cumulent, tu vois, un petit peu comme des situations handicapantes à la fois, à chaque fois. C'est ça, de réaliser c'est quoi les forces qui existent qui facilitent ou qui rendent ça plus compliqué. C'est ça. Pour En pas fait, penser que tout repose sur nos épaules. ouais. De nous-mêmes, on doit déjà beaucoup donner quelque part, et c'est pas faux, hein, par rapport aux contraintes. Voilà, c'est vraiment deux forces opposées, en fait. C'est pas impossible, mais il faut avoir conscience, en fait, des difficultés. Le stress, comme je te disais, les toilettes à l'extérieur, voilà, quand on fait l'hygiène naturelle infantile, on voit les parents qui se promènent déjà avec les petits pots dans leur coffre de voiture.
parce qu'on sait qu'on ne peut pas le faire dans le lavabo, voilà, dans les toilettes publiques, par exemple. Et c'est des petits, si tu veux, c'est des petits freins. On se dit, bon, bah, dans ce cas-là, je ne vais pas le faire. Avant Mhm. même d'avoir commencé. Alors, en fait, c'est possible de le faire qu'à la maison. Mais c'est des freins qui vont nous empêcher même d'oser se lancer. Mhm. Ou qui va faire qu'on va peut-être s'isoler aussi, parce qu'on veut vraiment faire la chenille, mais là, ça semble trop compliqué à l'extérieur. Puis, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as observé, que finalement, on se limite dans nos activités. Parce Ah qu'on... oui, totalement. Ça, c'est une réalité. En plus, avec bon, les derniers mois aussi. Oui, oui. Alors là, je le reconnais. Mhm. On va se limiter parce qu'on a envie justement de trop bien faire. C'est pour ça, en fait, dans la partie réflexion, je fais en sorte que euh, j'espère que le parent même, et la fin, il soit bienveillant avec lui-même, en fait. Mhm. Est-ce qu'il y a un éveil qui a été amené dans les dernières années sur le sujet de la continence? Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on partageait, nous, aussi à une certaine époque, la continence, c'était un non-sujet d'étude. Tu sais, c'était pas un sujet d'étude. Mais récemment, dans l'espace public, l'élimination a fait sa place en partie grâce au squatty potty, qui est un banc qui surélève les jambes à la maison. Là, c'est comme un petit banc adapté à la maison pour amener une position davantage de squat aux toilettes parce que c'est la position de base d'élimination. Est-ce que tu sens que le squatty potty, par sa popularité, facilite ton travail puis la discussion de ce sujet-là? Alors, pour l'anecdote, quand j'ai ouvert mon compte Instagram en 2016, j'avais pas encore voilà, mon deuxième enfant avec qui j'ai fait la chaîne. Le premier, j'ai pas fait, je précise. Et peut-être au tout début, j'ai découvert justement cette position, le squatty avec le petit banc. Mais vraiment la première semaine, hein, quand j'ai ouvert mon compte Instagram sur un compte d'ostéopathe. Le compte s'appelle Mister Ostéopathe, hein, simplement. J'ai dit, mais c'est quoi cette position? Et ça m'est resté dans ma tête. Et puis en fait, je l'ai pratiqué pour moi à la maison avec un petit banc, un petit marchepied. Et voilà, au moment venu, finalement, tu vois, quelque part, tu as raison, ça a alimenté l'intérêt du besoin d'élimination des enfants. Parce qu'en fait, nous, on est bien, quand on fait attention à nos propres besoins, on peut faire attention aux besoins des autres. C'est plus dur de faire attention aux besoins des autres et de s'oublier. Ça, c'est plus difficile. Ça ne marche pas sur le long terme. C'est épuisant. Mais alors, quand on sait ce qui nous fait du bien, en fait, on a envie de le transposer à son enfant. La même position, Mhm. etc. On se sert de modèle. Mais oui, je crois, en tout cas, pour l'anecdote, pour mon parcours à moi, c'est venu. Mhm. Là est venu au moment de l'ouverture de mon compte. Et puis, comme je t'ai dit, ça a alimenté après mes réflexions aussi pour mon livre. Je pense que même l'image de la licorne, tu sais, leur publicité qui était très humoristique, parce que c'est dur de parler de pipi caca sans amener ça à l'humour. J'ai découvert une compagnie de papier de toilette australienne. Je pense que ça s'appelle Who Gives a Crap. Puis justement, leur marque est super ludique parce qu'on dirait que c'est dur de parler de ça vraiment sérieusement. Mais je pense Oui. que la pub du Squatty Potty est devenue même un outil de Ah, communication puis d'éducation. oui, mais je suis totalement d'accord. En plus, du coup, moi, je la remets, enfin, voilà, quand on m'en parle, je trouve que ça va beaucoup plus vite que comment je fais mes explications. Alors, la position en squatty favorise le relâchement des sphincters, la vessie peut se vider plus totalement. Ouais, c'est plus long à expliquer, mais la vidéo directe, ça parle. Avec la En plus, licorne. voilà, avec les différentes boules de glace qu'on voit, Mhm. très, très, très concret. Ouais, elle marche très, très bien, cette pub. Ah oui, c'est un Je bon support ludique, hein, vraiment. je mettrai en référence si jamais Mm, il y a des mm. gens qui ne l'ont pas vu puis ils ne savent pas de quoi on parle. En fait, c'est comme un prince qui parle de. C'est vrai, hein, la toilette comme un trône. C'est comme ça même qu'on l'appelle des fois le trône. Puis ça, ouais, c'est ça, c'est très drôle, très coloré. Mais moi aussi, ça m'a fait. C'est un des premiers trucs qui m'a fait réaliser que la toilette, c'est peut-être la manière qu'elle est conçue, c'est pas nécessairement la meilleure façon d'éliminer. Mhm. Puis que les toilettes squat dans d'autres pays, qui moi, Oui, j'ai pas eu à en utiliser encore, mais j'ai une peur comme voyageur, tu sais, d'être exposée à ça. Alors que maintenant, je me dis, ah, c'est la façon de faire qui fait du oui. sens. Euh, Parce que ça amène plein de bénéfices, la position de squat dans d'autres sphères de la vie. Est-ce que
justement, toi, ton travail finalement d'éducation, est-ce qu'il y a des pays ou des cultures qui sont plus réceptifs parce que justement, ils n'ont pas cette image-là qu'aller aux toilettes, c'est avec une toilette surélevée, en porcelaine, propre, Mm. bien propre. Toutes les toilettes peuvent être propres, là. Je ne veux pas dire que la toilette n'est pas propre. Mais est-ce que tu sens que selon justement le bagage culturel, la réception, est-ce que tu avances n'est pas la même? Alors, peut-être, je peux pas confirmer, mais je pense que quand les gens, voilà, ils se rappellent, par exemple, peut-être qu'à l'époque ou quand ils voyagent, là, ils font des liens. Mais il faut des fois, comme tu dis, le rappeler parce que c'est pas quelque chose qui est ancré, en tout cas, dans notre culture, hein, d'être déjà en position squat. Déjà, c'est pas dans notre culture. Même parce que dans la façon de jouer, dans la façon de s'asseoir, en dehors de faire ses besoins. C'est pas une position qui est très répandue. Euh, on voit, par exemple, moi, je regarde pas mal de séries coréennes, j'aime bien les dramas, mais je vois les gens, par exemple, quand ils sont dehors, ils peuvent attendre en position squat. Et là, en Occident, c'est plutôt... on n'a pas l'habitude de s'asseoir comme ça, et du coup, on perd nous-mêmes après en laxité, tu vois, au niveau Mhm. des parce qu'on ne s'assoit plus comme ça, et du coup, on a l'impression qu'on va perdre l'équilibre, on va tomber, mais alors que les enfants, naturellement, ils l'ont très vite. Mhm. Du coup, quand on connaît un peu les bénéfices de cette position, en fait, on peut leur continuer à jouer avec comme ça voilà, pendant la petite enfance. Et c'est une position que justement, je demande beaucoup aux parents si leur enfant il utilise cette position squat quand il joue. Quand il joue avec la terre ou quand il joue dehors, je demande est-ce qu'il s'assoit beaucoup dans cette position, et il y en a qui ne s'assoient pas du tout, jamais. Mhm. Moi, c'est un point d'entrée que j'utilise justement pour faciliter justement l'élimination des selles. Parce que c'est des enfants parfois qui vont faire caca que debout. Parce que les enfants qui ont l'habitude d'avoir la couche, hein, je précise, ces enfants-là, Mhm. ils font debout. En fait, ils se sont jamais dit qu'il y a une position qui ferait un peu moins mal quand même. Et du coup, dans leur corps, ils ont gardé une expérience vraiment psychocorporelle, mais négative de faire caca. Donc, quand on me dit mon enfant refuse de faire caca, ben moi, c'est une des premières Mhm. questions que je pose. Est-ce que votre enfant, il fait comment caca d'habitude? Quand il est en couche, hein, on précise. Hein. Quand on veut lui apprendre à aller sur le pot, je lui demande. Il me dit, ben, en général, il est debout, ou au contraire, il s'assoit ou il s'allonge, il se met à quatre pattes. En fait, il fait une position farfelue. Alors qu'en fait, la position squat, en fait, ça va déjà l'aider, Mhm. moins traumatiser son corps. Du coup, en fait, par exemple, dans mon travail, je repropose cette position squat. Je propose des petits jeux ludiques aux parents pour que l'enfant il se réhabitue à cette position-là. Et en fait, lui dire, en fait, avant de retirer la couche ou s'il refuse parce qu'il n'a pas envie, déjà de voir s'il accepte de faire caca dans cette position. Il va avoir une Mhm. différence entre debout et assis, voilà, et en squat. Et après, on va peut-être pouvoir retirer la couche, peut-être le mettre sur le pot. Et passer de la position debout au pot, des fois, c'est un trop grand écart pour les enfants. Parce qu'il croit qu'il va avoir autant mal que quand il est debout. Tu vois Mhm. un peu l'idée? Donc oui, la position squat, c'est la vie. Puis comme tu dis, comme parent, comme adulte, d'avoir vu la différence pour soi-même, c'est ce qui donne envie de redonner à son enfant. Fait que justement, en regardant les petits pots d'Ashani, je pense qu'il y en a qui sont souvent la même marque est recommandée sur beaucoup de sites. Et je crois que c'est justement qu'ils essaient d'adresser d'avoir des petits pots plus bas ou plus petits pour pas justement que l'enfant, finalement, soit comme un jeune enfant soit trop surélevé puis tendu sur un pot qui n'est pas adapté pour lui. Oui, c'est ça. Après, je précise aussi que les pots, en général, au niveau du commerce, à partir du moment où l'enfant est plutôt grand, il a un grand gabarit, ils lui conviennent, hein, tant qu'il a la position squat, on la reconnaît, parce que là, on est en visu, mais bon, à l'audio, peut-être que les parents ne savent pas à quoi ça ressemble, c'est quand on a, on va dire, les genoux plus hauts que les hanches, que le bassin. Mhm. Ça, c'est un point de repère. Et aussi que l'enfant, il ait les pieds au sol. Si l'enfant n'a Mhm. pas les pieds au sol, il est un peu en déséquilibre. Et en fait, l'enfant il va être un peu concentré à maintenir son équilibre plutôt qu'à relâcher son corps. Tu vois, donc encore pareil, force contraire. Voilà. Au lieu de se relâcher totalement, il doit contrôler un petit peu son équilibre. Donc voilà, vérifier que l'enfant a bien les pieds au sol aussi. Est-ce que tu connais des gens, parce que moi, dans mes réflexions, puis éventuellement, je me dis, je vais avoir des toilettes squat chez moi.
Oui. toilette normale pour pas justement traumatiser mes invités, puis je vais avoir du papier de toilette. Là, on a un bidet, tu sais, on fait une transition vers d'autres façons de procéder à la toilette. Je me disais, puis j'ai tombé, je pense, sur un exercice, un travail d'étudiant en design, je pense, d'un pays scandinave où il y avait fait une toilette mixte. Genre, soit tu pouvais squatter ou l'utiliser comme une toilette normale, puis elle était super design, tu sais, fait que c'était pas intimidant du tout, mais cette toilette-là, elle n'existe pas encore. Fait que je me dis, bon, je vais me construire une petite plateforme, un peu comme le Squatty Potty, là, tu sais, je peux me construire autre chose, que tu connais des parents en Occident qui ont trouvé un modèle de toilette squat ou qui ont créé une petite plateforme pour les enfants, pour les jeunes enfants. Alors, du coup, pour les toilettes, c'est un petit peu compliqué. Des fois, il y a un peu les modèles un peu type escalier, tu vois, marchepied Mhm. pour l'enfant. Si l'enfant il peut mettre les pieds dessus, tant mieux. Mais en général, c'est pas totalement l'idéal, hein, on est d'accord. L'idéal, c'est vraiment en mode squatty, accroupi dehors. Mais sinon, en effet, on peut utiliser les marchepieds quand ils sont plutôt hauts. Voilà, Mhm. quitte à rajouter une petite planche et tout en plus pour que l'enfant ait bien les pieds dessus. Alors, je rappelle aussi que de toute façon, qu'il ait les pieds ou pas sur un support, il peut arriver à faire ses besoins. C'est juste qu'on est là pour faciliter parce que parfois, ça va dépendre de ce qu'il a mangé et que ça soit un petit peu plus dur, voilà, comme dans la licorne. Donc, on est là pour lui donner un petit peu les aides. Mais je pense pareil que ce n'est pas nécessaire de se mettre trop de pression, de culpabiliser en se disant que ce n'est pas possible. Mhm. Par exemple, la petite personnelle, je privilégie vraiment le petit pot pour mon enfant qui va avoir 3 ans, encore le petit pot. Mais j'ai conscience que voilà, on va sortir dehors et il va forcément faire ça sur les toilettes. Donc voilà, je lui montre, en fait, je fais une transition comme sur les toilettes. C'est pas le support idéal parce que dans tous les cas, à l'extérieur, je n'aurai pas de marchepied. Mhm. Ouais, du coup, en fait, je lui montre pour pas qu'il en ait peur et qu'au moment où on est dehors, on n'a pas le choix, qu'on est dans le toilette public, et bien, Mhm. je lui montre comment je le porte, il est rassuré, il pourra faire ses besoins. Donc Mhm. vraiment, comme je dis, voilà, on s'adapte avec notre espace, hein, notre environnement. On fait du mieux qu'on peut. Mhm. Ce que j'ai réalisé que on perdait un peu à l'extérieur si on veut pratiquer le squat, que justement, il y a des défis supplémentaires. Mais il y a un objet, par exemple, qui est dans l'espace public, qui n'est pas à la maison, et c'est l'urinoir. Et j'avais pas réalisé ça, c'est comme dans des toilettes publiques pour les garçons, il y a des urinoirs, c'est un classique, mais il n'y a pas cet outil-là, en guillemets, à la maison. Puis il y a un peu toujours le gag que les petits gars, les messieurs ne savent pas trop viser, puis que ça crée des chicanes de couple avec la toilette. Tu sais, il y a comme cette image-là que c'est la façon de faire à la maison, c'est dans la toilette. Euh, est-ce que les garçons, en fait, pour le pipi, c'est mieux qu'ils fassent debout, les hommes en général? Non? Pour vrai? On est sur, c'est musculaire, hein, quand on est assis, voilà, on est vraiment, toute notre posture, en fait, on est relâché. La vessie est relâchée, les sphincters, ils sont ouverts, tout est bon. Quand on est debout, en fait, on est en fait voilà, je montre qu'un femme, on est un peu parce qu'on doit maintenir l'équilibre, on est debout, tu vois. Bon, on peut faire pipi, je dis pas que ça marche pas, ça fonctionne. Mais la meilleure position, ça reste quand même le squatty, même pour les garçons, même pour faire pipi. Hmm. Ah ouais, ça me surprend parce que je n'avais pas fait de recherche du côté du pipi pour les garçons. Je m'attendais à ce que tu me dises oui, absolument. C'est mieux debout. Et c'est pareil comme maintenant ce qui se fait bah, voilà, avec la saison des festivals où on appelle, je crois, le pisse debout, c'est quelque chose comme ça pour les femmes, une sorte de Hmm. entonnoir. Voilà, c'est vraiment à titre exceptionnel. C'est parce qu'on est dehors et qu'on ne peut pas se mettre en squatty dehors parce que sinon tout le monde va nous voir. Enfin, ça se comprend, mais ça reste exceptionnel. En fait, physiologiquement, le mieux c'est en position squatty déjà pour vider totalement la vessie. Parce que quand la vessie n'est pas totalement vidée, il reste un petit peu encore des résidus, des bactéries. Et puis voilà, ça peut être un peu un début d'infection, enfin des choses comme ça. Enfin, vraiment, j'extrapole pour dire que Mhm. l'hygiène de vie, bah, en fait, dans l'hygiène de vie, c'est une prévention. Hein. Mhm. Dans la guérison, on est d'accord, on est dans. Voilà, on évite le maximum de difficultés, de problèmes plus tard. Mhm. Est-ce qu'il y a une. Parce que
l'urinoir, dans le fond, la seule chose qui m'a fait penser à ça, c'était, j'ai vu un produit sur Amazon en ligne, tu sais, puis il y en avait juste deux. C'est des urinoirs pour enfants, pour petits garçons avec, il y avait aussi une petite, pas une petite manivelle, là, mais une petite roue à l'intérieur pour que ça devienne ludique puis que l'enfant puisse viser, etc. Euh, Fait que c'est vraiment pas un sujet que j'ai creusé du tout. Est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y a, il y a un manque de connaissances dans la. Fait que je pense que de manière populaire, on ne sait pas. On ne sait pas ça, mais est-ce qu'au niveau de la recherche, il y a des recherches sur le pipi debout ou assis, puis les différences, puis sur les impacts sur la santé? Alors, faire pipi debout, c'est, comment dire, c'est plus un acte social. C'est-à-dire Hmm. on va creuser un peu l'égalité du genre, hein, mais totalement. C'est-à-dire qu'un garçon qui fait pipi debout, il va pas rester longtemps, il va pas prendre une cabine, il pourra faire pipi partout. Enfin voilà, lui, il aura une sorte de liberté, quelque part, de faire pipi que la femme n'a pas. Mhm. Ouais, en fait, c'est quelque chose qu'on apprend à l'enfant pour qu'il ait, quelque part, qu'il envahisse encore plus l'espace public, quelque part à sa manière. Euh, donc, voilà, c'est plutôt un acte social, en fait, faire pipi debout. Quand on apprend à l'enfant à faire pipi debout, comme ça, ben, en fait, il laisse la place, entre guillemets, pour les cabinets, pour les autres. Mais c'est pas, comment dire, Hmm. finalement, c'est pas ce qui est le mieux. Excuse mon ignorance, mais dans les pays où il y a des toilettes squat, justement, les hommes font pipi accroupi aussi en même temps? Non. Je pense que voilà, on apprend une position et puis ça reste la même, mais il faudrait en effet Ah. les interroger. Mhm. Comme on dit, il n'y a peut-être pas beaucoup d'études parce qu'on ne sait pas qui financerait cette étude-là. Je ne pense pas qu'il y a un lobby des urinoirs pour hommes qui paye des milliards au gouvernement pour influencer le design d'espace public. Ah, mais là, tu m'ouvres l'esprit sur autre chose, là. En tout cas, il va falloir que je creuse parce que moi, c'est ça qui me fascine, justement, dans une pratique. C'est pas juste de changer un comportement puis de lister les pour et les contre pour une personne, d'objectivement dire à la personne c'est meilleur, fait qu'il faut que tu le fasses, c'est de déconstruire, de comprendre comment le style de vie nous amène dans une direction ou une autre, puis de dire si on veut changer un comportement, il faut tout adresser, il faut adresser l'habitat, comme tu dis, l'environnement, mais aussi profondément nos perceptions et nos croyances. C'est ça. Euh, Puis quand on est dans une culture que c'est juste ça la norme, puis qu'on n'a jamais vu autre chose, ben ça devient la réalité, puis on voit pas, on ne considère même pas faire autre chose parce que c'est pas possible ou ça n'existe pas, là. Va falloir que je recherche ça là, maintenant, le pipi, parce que moi, j'étais motivée à avoir mon urinoir, là. On est d'accord, ça reste un sujet quand même assez intime finalement, faire pipi, faire caca, donc Mhm. parce qu'on croit que c'est Ouais. naturel, mais en fait, moi je le dis, enfin, on apprend à faire ses besoins. On apprend à trouver la bonne position, on apprend à, à déjà écouter son corps, mais ne serait-ce que déjà au niveau social, on apprend à un enfant qui ne peut pas faire caca ni pipi à n'importe où. Il y a des endroits qui sont prévus pour ça, donc quelque part, on leur enseigne. Tout comme on leur enseigne, par exemple, dans la nature. Voilà, après, moi, c'est pas vraiment mon sujet, dans le sens où je ne l'ai pas très développé, mais c'est pareil. On apprend à un enfant, à une fille, ou à une fille, à un garçon, de comment se faire dehors, etc. On apprend. En fait, c'est nous qui allons instruire finalement l'enfant. Sinon, de lui-même, je pense qu'en fait, il ferait, il ferait n'importe où, comme il veut, tu vois. Mhm. C'est Puis de pareil, dire. le garçon, par Mhm. exemple, sur la douche, quand il va faire, en fait, déjà, on peut lui dire, ben, tiens, tu as envie de faire pipi dans la douche parce que c'est le moment, je te montre la position accroupie. T'as pas ton pot là, mais vas-y, je te montre comment faire, par exemple. Après, si on lui dit de faire debout, en soi, c'est pas grave, hein, je précise. Mais tu vois bien, c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on valide ou qu'on corrige ou peu importe. Mhm. C'est pas si naturel que ça, hein, faire ses besoins. C'est vraiment un apprentissage social. Et Mhm. ça implique derrière. Puis si socialement, on a, nous, grandi d'une certaine façon, avec des couches, c'est ça, on a appris de cette façon-là, ben c'est ce qu'on réenseigne finalement, tout simplement. Mhm. Puis même dans les communautés, en fait, qui n'avaient pas de couches, c'est ça, c'est que les gens ont une connaissance implicite qui retransmettent parce qu'ils n'ont pas connu autre chose. Tu sais, si dans une culture, il n'y a jamais eu de couche, il n'y a pas d'alternative, ben, de génération en génération, ben, ils ont développé des outils et des façons de faire qui remontent, on ne sait même pas de où, puis qui transmettent une. Ça, exactement. Mhm. Dans l'un ou dans l'autre, oui, en fait. C'est beaucoup de transmission, c'est pas si naturel. Mhm.
Fait que dans tes recherches, est-ce que justement la dimension culturelle d'aller voir dans dans d'autres pays où les couches n'existent pas, s'il y a des pratiques qui peuvent nous nourrir ici? Est-ce que Alors, c'était... j'ai pas trop développé ce sujet-là, clairement. Je me suis déjà interrogée sur les motivations, justement. Qu'est-ce que ça impliquait au niveau pourquoi on le fait. Donc, ça, comme je dis, ça peut être une motivation culturelle, ça peut être quelque chose de familial qu'on a connu, qu'on a envie de retransmettre, même si on habite maintenant dans des appartements, Mhm, euh, pas dans notre pays d'origine, par exemple. Voilà. Mais ça, oui, ça, je me suis plus intéressée à cela. Après, savoir comment ils faisaient chaque culture, j'ai pas voulu, je précise, en fait, j'ai pas voulu rendre la chenille, euh, on va dire, la limiter à une culture. mhm, L'une ou l'autre, parce que je voulais qu'elle soit accessible ici. Clairement, j'ai pas envie d'entendre ou j'ai pas envie de voir les gens dire ah bah c'est une pratique d'ailleurs. mhm, Voilà. En tant que personne racisée, c'est un petit peu voilà ça peut être un peu lourd à recevoir déjà. Non, en fait, la chenille n'est pas qu'une pratique d'ailleurs ou n'est pas une pratique d'ailleurs. En fait, comme un prétexte pour pas mettre en place. Tu vois un peu l'idée? Euh, mhm. Donner des clés, des outils, une compréhension sur la chimie. Alors, si en plus, quelque part, je coupe, je vais donner moins envie, quelque part, aux personnes de s'y intéresser. Mhm, Voilà, je prends comment dire, le taureau à l'inverse, je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, mhm, c'est volontaire de ma part. mhm. Moi, un de mes cheminements, c'était de... Parce que la chenille est venue dans ma vie, puis c'était pas par rapport nécessairement à l'enfant, c'est parce que j'ai commencé à questionner mon habitat, puis on veut plus squatter, plus vivre au sol, puis on se rend compte que ce qui influence souvent pourquoi on squatte ou pas, c'est le mobilier moderne, puis que tout a été surélevé, fait qu'on n'a plus besoin de squatter. Fait que là, on a enlevé, tu sais, notre table haute, on vivait avec une table basse, puis là, on dormait sur un futon japonais. Tu sais, on a comme abaissé nos meubles ou on s'est débarrassé de certains meubles. Puis là, c'est là que j'ai un réflexe toujours de me poser, quand je vois une technologie ou un objet, de dire comment on faisait sans cet objet-là dans notre vie. Puis là, à un moment donné, les couches sont arrivées, puis je ne me rappelle plus exactement pourquoi. Puis je me disais, mais comment on faisait avant les couches? Puis là, Oui. c'est là que j'essaie de dire, bien, l'humain, quand on recule des centaines de milliers d'années, c'était quoi cette réalité-là? Puis si les couches n'existaient plus, est-ce qu'il y a encore des endroits dans le monde, en fait, qui vivent sans couches? Puis qu'est-ce qu'eux peuvent m'apprendre pour que moi, je puisse l'appliquer dans ma réalité, tu sais? Ah oui, ça, c'est très, très, très intéressant. Moi, ça m'intéresse aussi beaucoup cet axe de recherche. Mais j'ai pas Mhm. pour justement la rendre bah, voilà, accessible pour nous dans notre culture occidentale et mieux la comprendre. Mm, Il faut faire des choix. Ton livre est déjà très complet. mm. Alors sinon, ça ne sera encore beaucoup plus gros. Exactement. J'ai pas fait de recherche sur les impacts des couches sur tu sais, j'étais intéressée comment le mouvement était lié au HNI, mais je n'ai pas regardé en détail l'impact des couches, que ce soit des couches jetables ou réutilisables sur nos mouvements, mais c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Est-ce que à ce stade-ci, il y a des études ou des personnes qui en parlent? Tu sais, est-ce que la couche influence la digestion, juste la façon qu'elle est ajustée? Comment l'enfant marche? Est-ce que tu es tombé là-dessus? J'ai rien vu de concluant ou clairement, j'ai rien vu. Ce que je peux dire, c'est que vraiment le corps humain, enfin l'humain, euh, on s'adapte à tout. C'est-à-dire que quand on dit que la couche va empêcher bah, tel mouvement, en fait, j'ai envie de dire, ou de marcher. Bon, les bébés, ils marchent avec les couches, hein. Donc, c'est pas. Voilà, faudrait plus argumenter dans ce cas-là. Mais en soi, c'est comme si nous, aujourd'hui, là, on va mettre une combinaison de ski, voilà, quelque chose qui a l'air plutôt envahissant. Au début, je vais peut-être avoir un peu du mal à marcher, un peu à me mouvoir, mais après, je vais pouvoir me débrouiller avec. En fait, l'enfant, c'est pareil. Avec la couche, il va s'accommoder en fait de cet outil, de cet objet-là, et comme faisant partie intégrante bah, de son schéma corporel pour bouger. Mm. C'est Est-ce que que- ça... Mhm. Parce que certains souliers, mettons, peuvent influencer négativement la démarche à long terme, même si on s'habitue à marcher avec des souliers.
certains modèles de souliers vont avoir des impacts sur notre démarche. Fait que c'est ça, je me disais, c'est l'hypothèse que la couche, selon son volume ou son niveau de resserrement, même si l'enfant peut comme lui, fonctionner normalement avec, je me disais, il doit avoir des implications sur, c'est ça, la démarche ou même le confort. Tu sais, est-ce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes de digestion juste parce que la couche est trop serrée, tu sais? C'est fort possible. C'est fort possible, mais moi, j'ai pas d'avis. Donc, comme je te disais, voilà, c'est exactement que tu dis parler des chaussures. En fait, ça va pas nous empêcher de marcher, hein, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Voilà, avis aux recherches. Hein. Oui, exactement. Ça va être un appel. Un appel à ça. Mais merci parce que ça m'aide justement à comprendre le portrait actuel. Qu'est-ce qu'on sait jusqu'à ce jour? Qu'est-ce qu'on peut appliquer? Qu'est-ce qui reste à découvrir? Parce que c'est ça qui est fascinant. Moi, je trouve que tu communiques tellement ta passion du sujet, tellement bien par les médias sociaux. Je me dis, toi, j'ai l'impression que ça va être, ça va être dans ta vie pour plusieurs années encore, là, ce sujet-là. J'ai l'impression aussi. Oui, parce que s'il y a des personnes comme toi qui vont me poser des questions, je vais encore retrousser un peu mes limites et c'est génial. Donc, Est-ce que tu sens déjà comment est-ce que tu sens déjà la rétroaction des parents par rapport à ce que tu publies? Parce que j'ai l'impression que la première fois, c'était tout simplement d'éduquer. C'est quoi les messages ou le feedback que tu reçois de par ton travail, tu sais, ou sur Instagram? en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup de personnes qui disent: «Bah, en fait, je ne savais pas». Il y a vraiment tellement peu d'informations qui leur viennent que, en fait, ils découvrent tout, en fait, c'est ça. C'est un sujet qui est tout nouveau, et on pensait vraiment, que ça pouvait tenir sur une page, par exemple. Vraiment, je le vois, hein, vraiment dans les livres sur le développement de l'enfant où, ils vendent, mais la continence, ça me fait mal au cœur de voir que ça tient sur une page, 2 pages. Mais comment on peut traiter un tel sujet sur 2 pages? Alors que tout le reste, l'alimentation, le sommeil ou la marche, tu vois? Ça prend des pages et des pages, mais la continence, c'est un non-sujet. On le met parce que ça fait partie, mais c'est pas un sujet intéressant, pas un sujet glamour, je ne sais quoi. Et là, ils sont surpris que quand ils me posent une question, tu vois, par exemple, la question: «Bah, mon enfant, il veut pas faire, caca au pot». Mais ils se rendent pas compte que derrière ça, il y a plein de questions que moi j'ai à poser. Malheureusement, c'est pas une question, une réponse, ça marche pas. Et je pense que ça cogite un peu. Voilà. Parce que même eux, ils se disent: «Ça doit être naturel». Mais en fait, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est ça, hein, ça, pas parce qu'on a des intuitions, des instincts, Oui, que les comportements finaux sont automatiques. C'est comme tu dis, tout est un apprentissage dans la vie. oui. Puis la continence en fait partie. Juste ça, de réaliser je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux faire. Mmh. C'est le début d'une démarche, en fait, pour Mmh. faire les Et choses. justement, je le mets vraiment même dans le livre où, voilà, où je stoppe l'idée que voilà, que c'est, hem, naturel quelque part que, bon, il y a l'hygiène naturelle infantile dans le terme, hein, naturel, mais dans le sens où c'est quelque chose de juste biologique. Mais en fait, il y a beaucoup justement de l'aspect culturel, derrière. Voilà. Quand je vois, les scientifiques, qui décrit, par exemple, bah, comment fonctionne l'incontinence, ils se cachent derrière, les fonctions naturelles, hein, que c'est naturel, ça se passe comme ça, mais ils oublient que derrière, il y a une culture Mhm. qui est enseignée en fait. Donc il faut prendre en compte que l'humain, il vit dans les 2 quoi. C'est pas que sur la neurobiologie naturelle et la culture à part. En fait, on vit dans les 2. Mhm. Relier un petit peu cela, ça fait quand même du bien, je Mhm. pense, voilà et ça permet d'ouvrir un peu les yeux sur le sujet. Ah, Mhm. C'est comme quand je cherchais des références sur le lit, justement, comment l'humain dormait avant, c'était quoi oui, l'épaisseur du matelas, tu sais, c'était quoi nos besoins de base d'un humain, là. C'est encore une fois, avant l'ère industrielle, puis même avant l'agriculture. Puis toutes les références que je trouvais, c'était par rapport beaucoup à incluaient d'emblée le matelas ou l'oreiller. Tu sais, mmh, c'était le baseline, c'était la base. Fait que
la question, c'était pas qu'est-ce qui se passe sans un matelas ou un oreiller, c'était voici comment faire avec un matelas et un oreiller. Fait que comme tu vois, comme tu dis, il y a un voile culturel que nous, tu sais, comme nous, la représentation d'un lit, c'est surélevé avec un gros matelas. Dans les films de Disney, c'est ça. Mais si moi, j'ai une phase de films japonais. Fait que ça, c'est les mangas coréens, mais moi, c'est les films japonais. Puis eux, leur norme, ben, c'est le futon au sol, puis c'est une chambre multifamiliale des fois. Puis dans les films, tu vois ça à répétition, puis c'est la vie normale. Tandis que pour nous, c'est étranger. c'est... Mm-hmm. Ah, mais génial. J'ai très hâte de lire ton livre. En fait, je vais tout de suite aller voir, même si je peux le précommander. Je ne sais pas si on peut le commander d'avance. Je vais aller vérifier ça, mais on va mettre le lien. C'est très bientôt, en fait, dans 3 semaines. Les gens qui auraient plus de questions pour toi, c'est quoi les meilleures façons de te contacter ou de te suivre? Sur les réseaux, ça marche. Ou sinon, comme tu l'as fait, via directement mon site. Comme ça, je reçois par mail plutôt comme dans la page contact, comme tu l'as fait. C'est très bien. Comme ça, moi, j'ai aussi en archive parce que parfois, les messages privés via Instagram, c'est un peu compliqué parce que des fois, il y en a plein et puis je ne sais plus c'était quoi le sujet. Bon, un mail, quand même, voilà. J'en ai pas non plus trop. Donc, ça va. Je peux encore filtrer, je peux encore savoir quelle est la demande de chacun. Mais oui, n'hésitez pas à me contacter. Par courriel. Puis j'invite les gens à suivre tes médias sociaux. Comme je disais, tu es active, plein de contenu informatif. Fait que c'est une bonne façon de découvrir ton travail puis d'apprendre certaines bases Oui, c'est pour ça. la chenille. On a couvert beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oubliées ou des choses que tu aurais envie de mentionner avant qu'on... Non, je pense pas. Je vais te laisser découvrir le livre et tu vas voir. Je te reviendrai avec encore plus de questions. Comme tu dis, ça ne rentre pas sur une page. C'est ça. Moi, de mon côté, en fait, je finirais peut-être avec la question sur les bienfaits. Tu parlais de qu'est-ce qui peut motiver les gens à agir. C'est quoi les bienfaits que tu as observés, autant pour l'enfant que le parent, ou même par expérience personnelle? Je pense que le bienfait vraiment principal, celui qui ressort le plus dans les témoignages, en fait, c'est qu'il y a une certaine connexion. Vraiment, on retourne à la base de l'elimination communication, c'est-à-dire qu'il y a une relation exclusive où seul le parent ou les parents, s'ils sont deux ou à le faire, hein, ou même d'autres personnes dans l'entourage, qui sont les seuls à comprendre l'enfant. Un petit peu, en fait, il n'y a que moi qui sais ce qu'il a besoin, parce qu'il a besoin de faire pipi. Enfin. Et l'enfant, il entretient ce lien-là. C'est-à-dire que l'enfant, il va savoir à qui il peut s'adresser et à qui il n'aura pas de réponse. C'est pour ça qu'en fait, la hygiène naturelle infantile peut se faire, je le précise, hein, même si l'enfant est confié en crèche et que les personnels de crèche ne pratiquent pas l'hygiène naturelle infantile, ce n'est pas grave, parce que l'enfant, il sait que le soir, son parent pratique. Et il va faire un lien privilégié. Et du coup, ça fait que, par exemple, le personnel de crèche, je peux te dire, mais moi, je n'ai pas compris ça, il ne m'a pas dit, ou peut-être qu'il me l'a dit, mais je ne savais pas. Et en fait, l'enfant, il va te dire, moi, je lui ai dit à la personnel de crèche, mais elle n'a pas compris, je ne lui dis plus. Enfin, je communique de manière exclusive à mon parent. Et c'est vraiment ce lien-là qui est particulier et qui est chouette, en fait, je trouve, à mettre en valeur, plus que le nombre de pipis attrapés. Ouais. Ouais. Même moi, il faut que je me déprogramme à ça. Parce qu'il y a une partie de moi qui est, pour les gens qui aiment la compétition ou les défis, Oui. il y a comme un aspect jeu aussi ludique, là, qu'il ne faut pas que ça devienne, comme tu dis, juste que ça devienne la finalité, mais de se rappeler qu'on le fait pour le lien parent-enfant. Et toi qui aimes justement un peu les challenges, le côté ludique, justement dans mon livre, du coup, j'explique un peu les étapes du développement de l'enfant. Du coup, tu vas un peu mieux le comprendre parce qu'il y aura des moments où tu vas peut-être être un peu bloqué. Tu vas pas savoir pourquoi, mais comme tu vas savoir ce qui se passe dans son corps à ce moment-là, dans son développement, peut-être qu'il est en train d'acquérir la marche ou une nouvelle position, et bien en fait, tu vas avoir du sens toi-même et tu vas pouvoir lâcher prise.
Je donne cet exemple comme, par exemple, on me dit: «Mais, au début, l'enfant, il est tout petit, je l'amenais souvent et ça marchait bien, il faisait pipi. Mais maintenant, vers 6 mois, il fait plus. Ou 6 mois, en fait, je le porte, il fait pas pipi, puis je le pose sur le tapis, il se retourne, il fait pipi». Je dis: «Mais en fait, c'est normal, parce que l'enfant, il a envie de découvrir son corps, il a envie de voir ce que ça fait de faire pipi de cette manière. Parce qu'un enfant, il a déjà vu ce que c'est. Hein, moi, je rappelle bien, l'enfant, il a déjà vu ce que c'est de faire pipi, hein, c'est pas très c'est intéressant au début et puis voilà, c'est quelque chose, quoi, c'est normal pour lui. Alors justement, dans le processus, il va faire des nouvelles expériences pour voir ce que Mhm. ça fait. Ça fait quoi de faire pipi, à 4 pattes? Ça fait quoi de faire pipi, Mhm. sur le ventre? Et tu vois? Et quand tu suis le développement de l'enfant, bah, c'est un challenge, en fait. Tu te dis: «En fait, il est en train de développer ça et je le comprends mieux. Il est en train de développer, un nouveau mot, il est en train de développer une nouvelle position». Et en fait, quand tu comprends mieux ton enfant, quelque part, quand tu as les bonnes connaissances, tu peux débloquer, déverrouiller des situations. Ah, mais ça peut être Mhm. n'importe quoi. Ça peut être des fois un enfant, tu comprends pas pourquoi, il veut pas, il va aux toilettes avec toi, il va «taper une crise» entre guillemets, parce qu'en fait, toi, tu as pas fermé la porte des toilettes. Mhm. Une fois que tu as verbalisé, tu dis: «Mais attends, je t'ai installé, tu es bien installé, c'est quoi le problème?» Puis on regarde autour de soi, on dit: «Tu veux que je ferme la porte?» Ben, en fait, il a envie de dire: «Oui», parce que comme ses parents, ils ferment la porte. Et après, on débloque, tu vois? C'est Mhm. vraiment des petites situations, quand on suit le développement, on se dit: «Mais, il y a des moments difficiles, mais en fait, c'est pas insurmontable». Mhm. Quand on a les clés, quoi. Mais quand on les a pas, c'est plus difficile, je comprends. Ça apaise immédiatement comme mon anxiété ou Mmh. mon stress quand je me mets dans cette position-là. Tu sais, t'invites les gens à être en mode apprentissage, Mmh mh. puis à voir autant les attraper un pipi ou pas comme une situation d'apprentissage que puis aussi cette idée-là, on dirait que tu m'offres la réalisation que l'enfant, c'est pas si tu comprends rapidement des premiers mois comment il fonctionne, que là, tu Ah es non, bonne pour le reste, là. Tu sais, en fait, non, c'est évolutif, puis ça change, puis non. mhm, tu Et réajustes les attentes. mais en fait, on s'ajuste tout le temps, en fait. Et c'est un processus qui est long et c'est ça que j'aime finalement dans cette approche. Et que voilà, pareil, moi aussi, j'aime bien un petit peu le côté ludique, le challenge, en fait, enfin, qu'est-ce que là, mon enfant, il fait de nouveau? Tu vois, je le vois évoluer, sur Mhm, plein d'aspects. Et des fois, ça peut être des choses qu'on ne voit pas en rapport avec la chimie, parce qu'on est en train de développer, peut-être, je vais donner par exemple au niveau de l'autonomie, peut-être que là, il est en train d'apprendre à retirer son pantalon, par exemple, à se déshabiller, comme une action quotidienne. Et en fait, l'enfant, il va se dire: «J'ai envie de faire ce que je le fais par exemple, avant d'aller me doucher, j'ai envie d'essayer de le faire au moment d'aller au pot». Nous, on mhm, est là, il dit: «Bon, allez, je vais te retirer ton pantalon». Et en fait, il veut pas. Parce que lui, dans sa tête, il s'est mis un challenge. Il s'est dit: «Attends, avant de mettre mon pyjama, je vais faire retirer mon pantalon. Bah, je vais essayer de retirer mon pantalon au moment d'aller au pot». Et nous, on croyait qu'il n'avait pas changé, on n'a pas associé. On continue de faire notre routine, tu vois? Et mhm, là, ça part, justement en conflit et on comprend pas. Et une fois qu'on comprend, hop, on désamorce. mhm. C'est fascinant. C'est Bah fascinant. oui. En Je vais fait, me mettre en mode détective. exactement. En fait, on voit tout ce qu'il fait dans le quotidien et il va les ramener, on peut les ramener au niveau du pot. Mhm. Puis aussi de ne pas oublier que une des façons qu'on transmet des choses ou qu'on influence l'enfant, c'est par nos comportements. Oui. J'ai l'impression que comme adulte, on est tellement cérébraux, on est habitué de communiquer verbalement, puis on ne se rend pas compte de tout ce qu'on communique. Comme tu dis, ne serait-ce que par notre tension corporelle, tu sais, notre énergie corporelle. Oui. Fait c'est un bel acte d'observation de l'enfant et de soi-même. C'est le. Oui. Totalement, ouais. Mais dire à un enfant: «Dépêche-toi de faire pipi», moi, j'aimerais pas qu'on vienne toquer à la porte pour me dire de faire vite. Je pense qu'au contraire, ça va plus me bloquer. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est exactement ça. Une fois qu'on s'écoute soi-même, on comprend mieux, en fait, aussi son enfant. Mhm. Ah, c'est superbe. C'est une belle façon de terminer l'appel. Je te remercie vraiment énormément pour ton travail. Je pense que c'est pour moi le début de quelque chose de vraiment grand. Tu sais, je sens que c'est pas le sujet qui est parlé aux nouvelles, là, mais, mais j'ai espoir que ça va devenir de plus en plus normal d'en parler. Puis je te remercie de défricher ce territoire-là qui était quand même inexploré pour beaucoup de personnes. Fait je Merci vais terminer beaucoup. en disant regardez pour le livre,
suivez Rokia sur les médias sociaux. Miss Psychomote, en fait. C'est pas sous ton nom, mais sous ton surnom professionnel. Miss Psychomote, il y en a juste une et c'est toi. Donc, merci encore. Puis, je vais suivre ce que tu fais, puis peut-être te revenir avec des petites questions quand je vais avoir finalement ce bébé-là dans les mains. Fait qu'à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Salut, moi c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra pour Radio Renard, mais avec Marc-Claude, on expérimente, on fait plein de tests au quotidien pour intégrer le mouvement dans notre vie. Vous allez donc me voir ou m'entendre dans plusieurs contenus qu'on fait pour Renard. Si jamais vous voulez avoir des idées ou des astuces pour intégrer le mouvement dans votre vie, on a plein d'outils sur le site web qui pourraient vous aider. Oui, rendez-vous au renard.ca. On met le site à jour régulièrement. On a une section studio où on fait chaque semaine, on présente les expérimentations de la semaine. C'est vraiment un peu l'arrière-scène. Des fois un peu bordélique, mais les choses qu'on teste, les patentes qu'on fait. Il y a aussi une section biblio. On partage les livres qu'on aime. Il y a des auteurs qui ont changé notre vie. On parle d'eux vraiment souvent, mais on met aussi la référence de d'où viennent nos idées. Et finalement, on a aussi une chaîne YouTube. Fait que peut-être que vous nous suivez avec le podcast depuis un moment, mais on a aussi une chaîne YouTube pour montrer autant le podcast, le studio, mais aussi on commence à faire des petites capsules un petit peu plus courtes. On va commencer à faire des trucs pratico-pratiques pour le quotidien. Donc, suivez-nous.